Bonsoir, bienvenue dans Keep in Touch, votre rendez-vous futur web. Dans Keep in Touch, en cette émission introductive, nous parlerons de la Blind conférence WebMix qui aura lieu à Lyon les 1er et 2 octobre 2013. Blind WebMix, c'est pas tout à fait une soirée à Ibiza, c'est pas tout à fait une soirée web, c'est une soirée d'intellectuels qui parlent du web et de Ibiza. Nous aborderons une question fondamentale en cette époque toute digitale, au cours de notre séquence nommée le Web Clash, et cette question sera de savoir si la télévision ne nuit pas à la qualité de Twitter. Et pour finir ce premier rendez-vous, Likers and Haters, notre séquence permettra à chacun de nos invités ici présents de nous dire ce qu'ils ont aimé ou pas aimé à la sauce Web 2.0. Bienvenue dans Keep in Touch. Anthony, bonjour. Bonjour. Anthony, vous êtes le PDG de l'agence Novius. Exact. Agence web. Agence web lyonnaise et parisienne. D'accord. Vous êtes ce que je pourrais nommer un... Alors, on connaît les early adopters, mais moi, j'ai envie de vous appeler un early beginner. Vous êtes parmi ceux qui ont été un petit peu à l'initiative des mouvements web à Lyon, quels qu'ils soient. C'est vrai que ça fait longtemps maintenant qu'on a commencé, parce qu'on a commencé il y a 17 ans, c'était en 1996, et ça fait un... Early beginners. Early beginners. Il y avait quoi, c'était le 56K, non? À l'époque, il y avait même un petit peu de Minitel encore. On essayait d'expliquer aux gens que le Minitel n'était pas forcément une voie d'avenir. C'était pas toujours facile. Et depuis, vous gérez cette agence Novius, qui compte aujourd'hui 35 personnes. 35 personnes. 32 à Lyon, 3 à Paris. Ah, voilà. Et vous êtes bien sûr administrateur de la cuisine du web. À mes temps perdus. Qui est à l'initiative avec l'Université de Lyon de la Blind conférence. Nous aurons le temps d'y revenir. Bonjour Grégory. Bonjour Charles. Alors Grégory, vous êtes le PDG de l'agence UpMyBiz. Yes. Vous êtes surtout le président de la cuisine responsive, la cuisine du web. Tout à fait. Et comme Anthony, vous êtes à l'initiative de la Blind qui occupera nos esprits les 1er et 2 octobre à Lyon. UpMyBiz, en quelques mots, Anthony? En quelques mots, on aide justement les entreprises à s'y retrouver dans la jungle du e-commerce. Oui. À se créer à la fois un site marchand, mais aussi à attirer des visiteurs qui peuvent devenir des clients. Et aujourd'hui, c'est un marché et un secteur très sophistiqué, donc on essaye de les orienter au mieux. Alors, vous avez commis de nombreuses actions académiques. En l'occurrence, vous avez été à l'école de commerce de Lyon, à l'initiative de modules consacrés aux nouvelles technologies. Et puis, par le passé, vous avez travaillé à l'Olympique Lyonnais, si j'ai bonne mémoire. Oui, moi, dans mon CV, il me manque que les Halles de Lyon pour faire la trilogie. Effectivement, j'ai fait l'OL, l'UM Lyon et la Et puis, vous aimez boire, manger et écouter de la musique. Voilà, bref, vous êtes un être humain. Je plaide coupable. Nicolas Claras, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident, cofondateur d'une belle agence lyonnaise, Cybercité, plus de 90 personnes basées entre Lyon, Paris, Nantes et Chambéry, à côté de Chambéry. Voilà, 4 agences, Cybercité, 90 personnes, je disais tantôt, on ne va pas se lancer dans les chiffres d'affaires, ça risque de donner des boutons à ceux qui nous écoutent et qui n'aiment pas parler d'argent. Non, mais enfin, en tout cas, vous êtes à la tête... 0 € de chiffre d'affaires, 90 salariés, ça me coûte cher en toutes les fins de mois. Vous êtes à la tête d'une très belle agence, vous êtes administrateur de la cuisine du web à l'initiative de la Blind conférence. Et quelques mots pour définir les activités de Cybercité. Alors, Cybercité est une agence spécialisée en web marketing. Pour vulgariser un petit peu la chose, on va parler de référencement, de création de trafic, création d'audience, liens sponsorisés, publicité en ligne sur Facebook ou différents réseaux. On est un acteur historique, alors un tout petit peu moins historique qu'Anthony en face de moi, puisqu'on s'est créé en 99. On est un acteur historique de ce qu'on appelle le référencement naturel, qui consiste à placer les sites de nos clients dans les résultats de Google, plutôt en tête si possible, sur des expressions qui sont des expressions génératrices de trafic et de business pour les sites en question. Alors, donc, on a très bien compris, vous êtes tous très concernés par les thématiques du web
Et la blinde conférence tombe à point pour vos activités, mais aussi et surtout pour ce que vous souhaitez faire passer auprès du grand public en termes d'usage et de nouveautés autour du web. Grégory, président de la cuisine du web, la blinde conférence s'articulera autour de quoi? De thématiques, d'ateliers? Il y a une thématique forte cette année? D'une manière générale, Blend, c'est déjà la première édition, et Blend, c'est comme le connaissent les amateurs de whisky, le mélange. Donc, comme on vient de le voir un petit peu autour de ce tour de table, le web, c'est des métiers de spécialistes. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui travaillent bien entre eux, mais qui aussi créent de la valeur en communiquant entre eux. Donc, l'objectif principal de cette première édition, c'est justement d'avoir à la fois des conférences, mais aussi des ateliers pratiques pour que les spécialistes du web évoluent, inventent des nouveaux concepts et se tiennent au courant chacun de leur spécialité. Mais aussi, on a vraiment tenu à ce que ça soit important avec nos partenaires du Grand Lyon et de l'Université de Lyon, justement faire rentrer dans le web des non-initiés, c'est-à-dire des PME qui sont en train d'effectuer leur transformation digitale. D'accord. C'est une thématique que vous sentez poindre et vous sentez qu'il y a de nombreuses entreprises qui sont demandeuses de cet accompagnement digital, de l'intégration du digital dans leur processus métier? En France, on a toujours l'habitude de faire les choses un petit peu après tout le monde, après avoir observé nos voisins, comme le mobile. Vous vous souvenez qu'on a mis du temps à adopter massivement le mobile, maintenant c'est fait. Voilà, donc sur le web, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, on a les décideurs qui sont un petit peu frileux, qui ne savent pas trop par quelle ficelle démarrer ces nouvelles activités. On voit par contre que, je pense que tous les deux vous me démentirez pas, c'est les entreprises traditionnelles qui ont su ajouter cette corde à leur arc font la différence sur leur marché assez nettement. Donc web, le Blend, c'est aussi la possibilité pour elles de venir récupérer des infos très pragmatiques sur comment s'organiser pour faire face à cette nouvelle donne. Alors, Anthony, vous aviez quelque chose à rajouter autour de l'apport de la blinde? La blend, alors moi ce que je trouve extraordinaire avec la blend, c'est qu'on a enfin un événement qui a une ampleur généraliste, c'est-à-dire qu'on a un peu tout le monde, on mélange vraiment le blend. C'était jusqu'à présent, c'était Paris qui monopolisait un petit peu ce genre de... Sans rentrer dans un antagonisme Lyon-Paris. Bon, voilà. On salue nos amis parisiens, mais là on montre à toute la France finalement qu'à Lyon, il y a des entrepreneurs, il y a toute une nouvelle génération d'entrepreneurs, il y a des jeunes qui ont des idées fantastiques, qui envoient. On mélange les vieux, les jeunes, on mélange les techniciens et les généralistes, on mélange ceux qui ont envie de parler business et ceux qui ont envie de parler technique. C'est vraiment un mélange des gens et je pense que ça va être un succès. D'ailleurs, on le voit sur les inscriptions, on est déjà à 800. Vous attendez 3000, 1500 personnes plus? Ça, c'est l'année prochaine. Aujourd'hui, sur la première édition, c'est plus de 800 personnes et c'est vrai que pour... Il va falloir les nourrir. On va les nourrir. Bon cuisinier, vous êtes... Voilà, ça c'est vraiment le point sur lequel on n'est pas inquiet du tout, puisqu'effectivement, nous on s'est fait connaître avec des tocs et des jambons. Donc là-dessus, on devrait arriver à tenir le challenge. Maintenant, voilà, c'est 800 personnes chaque jour, 80 conférences qui sont organisées par track, par thème. Un thème justement business, un thème marketing, un thème design, puisqu'on sait qu'en fait c'est là où se fait la jonction justement entre le marketing et la technique. Oui. Un thème recherche, puisque préciser aussi que Blend, ça fait suite au 3W 2012 qui a eu lieu à Lyon l'année dernière, qui était la capitale mondiale du web sur les aspects techniques à ce moment-là. Et le dernier que je n'ai pas cité, c'est le business, justement sur la partie aussi investisseurs, start-up qui cherchent à être connus. Notamment, il y a un concours de start-up qui est organisé avec un très beau jury et notamment beaucoup start-up contest. Voilà, et beaucoup d'investisseurs parisiens qui ont fait de belles réussites. D'accord, très bien. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur les thématiques, quelques thématiques qui sont abordées au cours de la blinde. On y parlera de design émotionnel, messieurs. Design émotionnel, qu'est-ce que c'est ? Le design émotionnel, c'est difficile à expliquer en deux mots, mais c'est le fait que un site web, un site sur téléphone mobile ne se résume pas à simplement faire des jolies choses. Il faut aussi parler à l'émotion, parler au sentiment pour vraiment toucher la personne qui est en face et aller au-delà de l'ergonomie. On parle aussi d'expérience utilisateur, c'est-à-dire faire en sorte que on ait des interfaces qui soient certes ergonomiques, mais au-delà des interfaces, faire en sorte qu'on s'interroge
comment vont venir les clients? Est-ce qu'ils vont venir par téléphone mobile? Est-ce qu'ils vont venir par un site web classique? Est-ce qu'ils vont venir peut-être dans l'avenir avec des Google Glasses? En tout cas, toute cette logique... Alors, du coup, ça me ramène, vous parliez d'interface, d'expérience utilisateur, mais Nicolas, vous qui êtes connu pour la qualité des référencements chez Cybercité, vous connaissez comme moi nombre de sites qui ont un design pas terrible, mais qui ont un référencement hallucinant. Est-ce que le très bon design ne nuit pas toujours à un très bon référencement? Les deux éléments sont totalement dissociés. C'est-à-dire que la partie graphique, la partie design, n'a aucune influence sur les problématiques de visibilité. Après, là où ça reste intéressant d'avoir un joli site web avec une expérience utilisateur sympa, et qui donne envie de cliquer, qui donne envie d'acheter, c'est dès qu'on passe aux notions de transformation, c'est une chose de faire venir des visiteurs sur un site, de faire venir du trafic naturel ou payant, peu importe. L'important est que le site puisse transformer ce trafic en une action intéressante pour le business du client, depuis la simple saisie d'un formulaire pour prendre des leads sur une demande de rendez-vous, des choses assez simples, jusqu'à un acte d'achat sur un site e-commerce. Voilà. Et des fois, on s'aperçoit même que le design n'a pas intérêt à être trop léché. Oui, alors on ne va pas rentrer trop dans la technique. Après, effectivement, on préconise, nous, à nos clients, même si on ne crée pas de site Internet, un certain nombre de formes graphiques, disons, équilibrées. Voilà. L'idée est de laisser sa place au contenu, le contenu étant une des thématiques très importantes pour arriver à être correctement référencé. Voilà. Donc, alors, le design, c'est bien. Après, il y a énormément de jeux de sites, des sites e-commerce qui sont tout à fait agréables. Vous faites très bien de parler de contenu. Est-ce que le design se retrouverait autour d'une image plutôt qu'autour de la qualité et de la manière avec laquelle le contenu est disposé? C'est un vrai débat que je sens poindre ici ou là sur Internet. Est-ce que l'hyper-design en termes d'image, de qualité et de couleur n'est pas forcément le no-design? Est-ce que le design définitif ne serait pas dans le contenu simple et épuré? Alors, moi, c'est un petit peu ce qu'on défend, nous, chez Novus, c'est de se concentrer sur... C'est une émission littéraire. Oui, c'est de la philosophie. Oui. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut toujours raisonner contenu d'abord, c'est-à-dire faire en sorte que le contenu soit stocké proprement, et soit ensuite susceptible d'aller sur tous les devices, sur tous les appareils. Ça, les devices, c'est les différents supports pour ceux qui nous voilà, que ça soit capable d'aller sur un site web, mais sur un site téléphone mobile, sur une page Facebook. C'est comme ça qu'on parle de responsive design. Voilà, ça s'adapte. Et il est très important que ça s'adapte vraiment de façon souple sur tous les devices. Par contre, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des designs qui ne doivent pas être trop soignés. Si on prend par exemple Cdiscount, ils n'ont pas un intérêt, pour ne pas les nommer. Ouais, ils n'ont pas intérêt à avoir un design trop léché parce qu'ils vont être en décalage, il y aura une incohérence avec les attentes de leurs clients. Voilà, avec les attentes et c'est à ce moment que le design émotionnel dont vous parliez tantôt devient important, c'est le rapport entre ce qu'attend le client et la proposition de valeur du site. Quand vous rentrez dans une boutique... quand vous rentrez chez Carrefour, vous ne rentrez pas dans une boutique Chanel, vous n'avez pas le même public, les gens ont des attentes différentes, et Cdiscount, c'est exactement la même chose. Voilà, il n'y a pas le même site qu'un site sur les thématiques de luxe ou autre. C'est une espèce de grand bazar sur lequel il faut afficher le maximum de produits, le maximum de call to action, le maximum d'éléments qui vont faire que l'internaute va avoir envie de rajouter telle ou telle chose à son panier. Enfin, on est sur des problématiques qui sont très différentes. C'est un petit peu ce que je voulais compléter. Voilà, le contenu, c'est important, mais ce qui compte avant tout, c'est les utilisateurs. En ce qui me concerne, c'est vrai que sur un site éditorial, évidemment qu'on va être très attentif au contenu. Par contre, sur un site plus commercial, on va dire voilà, quels sont les objectifs que mes utilisateurs veulent atteindre et surtout dans quel contexte ils se trouvent. On se rend compte notamment qu'en fonction de l'heure de la journée, ils ne sont pas dans le même moment de vie. Donc par exemple, le matin dans le bus, ils vont plutôt aller sur votre site avec leur smartphone. Oui. La journée avec leur PC ou leur Mac, et le soir plutôt sur tablette sur le canapé, Vachi ou voilà. C'est là qu'on parle d'user experience. Exactement, donc il faut vraiment prendre conscience de ça quand on conçoit ces sites web. Je reprendrai une dernière image pour finir sur le design, c'est le fameux presse-citron de Stark, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui ressemble à une espèce d'araignée. Très beau, sauf que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de presser un citron, de récolter son jus avec. Il y en a partout sur la table. Bon, donc en fait, il a été repris par des Allemands et il y a une petite soucoupe qui
dégrade un peu le design. Par contre, il devient plus utilisable. Et c'est ça qui est important comme notion, c'est l'utilisabilité des sites web qui, du coup, doit trouver un compromis entre la technique et le design. Le mariage de la French Touch et du réalisme allemand. Alors, ce qui nous regarde, voilà tout le panel de débats et d'échanges qui pourront avoir lieu autour du design émotionnel et des thèmes comme ça, on en a plus d'une dizaine, Link Data et Big Data. Je n'ai pas voulu insister là-dessus pour ne pas tomber dans une pesanteur très technique, mais ce sont des thématiques importantes. Le M-commerce, qui est une thématique importante. Le HTML5 pour être un petit peu dans la suite de ceux qui avaient été abordés l'année dernière au cours de la 3W 2012 à Lyon. Les nouveaux standards du web, et puis bien sûr le Startup Contest. Vous vouliez rajouter quelque chose autour de la blinde ? Non, j'étais justement en train de me dire, on pourrait passer la journée, là, nous quatre, à parler de tout ça, et vous voyez qu'en fait, du coup, pendant 2 jours, on a largement de quoi voilà. faire. Ah oui, ça autant sur la partie recherche technique, effectivement, on va plus s'adresser à des spécialistes. Après, pour le business, le marketing, c'est vraiment une conférence qui se veut ouverte à tous et avec de la vulgarisation. Ouverte à tous et avec quand même de la technique. Il faut préciser quand même qu'il y a l'université qui sera présente. Oui, et c'est l'Université de Lyon, qui est partenaire important de la blinde. Vous avez des intervenants de qualité aussi. On citera quelques-uns. Olivier Bernasson de pêcheur.com, qui a le mérite d'avoir développé un site internet du fond de son Auvergne et qui est aujourd'hui un leader européen de vente de matériel de pêche en ligne. Comment capter une niche et en faire un leader européen. Vous aurez Jean-David Chamboredon, qui a été un des têtes de proue des pigeons. Ça pourrait être intéressant pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent. C'est comment le web, comment les médias sociaux peuvent permettre l'expression d'une revendication qui, pour moi, est une revendication sociale et entrepreneuriale. On aura Thibaut Elzière, on aura des gens comme Kyle Goldman de My Major Company pour faire un peu de name dropping, Frédéric Montagnon, Overblog, Céline Lazorte de la cagnotte en ligne Litchi et Olivier Mathieu de Price Minister. Bref, du très beau monde. Vous avez de quoi nourrir tout ce monde? J'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais que vous êtes chef de cuisine. J'ai mon téléphone qui vibre, alors le traiteur est un petit peu en stress, mais il va. Donc c'est les 1er et 2 octobre à Lyon, la Blind Conference WebMix. Cité internationale. Voilà, à la Cité internationale. Nous allons, messieurs, si vous le permettez, passer au Web Clash. Toujours en compagnie de nos invités, Anthony Béton, Novius, administrateur de la cuisine du web, Grégory Palaillé, Up My Biz, président en chef de la cuisine responsive, et Nicolas Claraz, coprésident, cofondateur de la très belle agence Cybercité. Messieurs, je vous propose de passer à la question du jour, la question qui hante mes nuits, le Web Clash. Question très simple, la télévision ne nuit-elle pas à la qualité de Twitter ? Bonne question. Je m'adresse à vous pour commencer, cher ami Anthony. Vous êtes à la tête de Novius qui, comme tout le monde ne le sait peut-être pas, est une des premières agences en France à avoir développé de partenariats très forts et une technologie au-delà du simple partenariat. Il y a un vrai travail technologique derrière d'introduction de Twitter à la télévision. On connaît votre travail pour de nombreuses émissions sur France 2. France Télévisions, effectivement. On a fait des choses pour France Télévisions, ce qu'on appelle, nous, ce qu'ils appellent dans le monde de la télévision, la social télé. Oui. Alors, ça va au-delà de Twitter, puisqu'on va même du côté de Facebook. Alors après, au-delà, c'est un petit peu plus compliqué, mais des choses comme Instagram peuvent être mises en ligne aussi. Alors, le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on collecte tous les tweets, tous les billets Facebook dans un système de ramassage et ça a une fonction d'entonnoir finalement, d'entonnoir mécanique parce que sur Twitter il y a beaucoup de bruit. Donc sur une émission, il y a le hashtag qui est donné à l'écran et on récolte les tweets, on les dédoublonne et il y a des personnes dans les rédactions qui sont chargées de trier les et de les tweets lire en antenne.
Et de les faire passer à l'antenne. C'est le rédacteur en chef, au final, qui a le bouton qui décide si tel ou tel tweet qui aura été présélectionné par ces aides de camp passera à l'écran ou pas. Grégory, Nicolas, vous en pensez quoi, vous qui êtes Moi, je peux pas m'autoproclamer spécialiste de Twitter, mais sans faire une réponse trop consensuelle, il me semble que les deux supports sont parfaitement complémentaires. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Twitter est un canal de communication extrêmement réactif, mais est-ce que c'est extrêmement bien foutu, il faut le dire aussi, puisque ça permet de répondre à pas mal de problématiques de communication vers les masses ou de personne à personne. Aujourd'hui, il y a un complément avec la télé sur ce que fait Anthony, il y a des compléments à la radio aussi. Voilà, aujourd'hui, on n'appelle plus tel numéro de téléphone pour passer à l'antenne, pour poser une question, on passe un tweet. Voilà, ça me paraît être... Mais est-ce que cette hyper-réactivité, vous parliez tout à l'heure, j'ai des mots-clés comme ça qui m'interpellent un peu. Vous dites ramassage, vous dites entonnoir. Vous voyez, ça me parle. Est-ce que et ça fait écho à... Alors, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Dominique Volton autour du web et des nouveaux usages, et il disait quelque chose qui m'a fortement interpellé autour du manque d'altérité dans les médias sociaux. Nous y travaillons tous, mais reconnaissons que les médias sociaux ont cette faculté assez gênante de produire du même. Et un bruit de plus en plus assourdissant chaque fois qu'une information occupe l'espace et devient ce qu'on appelle, j'aime pas trop ce mot, le buzz. Est-ce que ce manque d'altérité, justement, n'est pas source de pollution ? Il y a du vrai et du faux dans ce que vous dites et ce que dit Dominique Volton. Je pense que l'avantage des tweets, de façon générale, c'est que ça produit, au contraire, une grande diversité. C'est-à-dire qu'on a une quantité d'opinions. Les récents débats sur France 2, Manuel Valls. Alors effectivement, il y a eu un débat et on était au cœur du dossier. Il y a eu un problème. C'est un problème qui apparaît tout le temps. C'est qu'effectivement, cette notion de curation, cette notion de filtre, fait qu'au final, seuls les messages qui ont... on va dire, un côté politiquement correct pourront passer à l'écran. Et ça a fait un scandale, parce qu'effectivement, vous parlez de l'émission avec Christine Taubira. Et c'est souvent les mêmes messages qui passent, qui sont issus des mêmes personnes. Voilà. Finalement, on est un peu dans l'entre-soi. C'est-à-dire que les opinions extrêmes sont purement et simplement supprimées. Ça pose un problème démocratique, parce qu'effectivement, on se dit, est-ce qu'on devrait peut-être montrer ses opinions ? Je crois qu'il y a une bête qui se cache derrière la question de Charles, qui s'appelle le troll, et qu'on connaît bien sur Twitter. Oui. Les trolls, pour ceux qui nous regardent et qui n'ont forcément pas les clés, c'est quoi en quelques Alors secondes ? le troll, c'est quelqu'un qui intervient, et notamment, justement, tu parles de clash, pour un petit peu à tort et à travers affirmer une opinion. Créer de la passion, dire des choses... Donc ça, c'est sûr que ça abîme un petit peu toute la qualité éditoriale et les infos intéressantes autour par Twitter. Je m'oppose un petit peu. Je pense qu'on n'est pas simplement dans le domaine du troll. Quand on a des opinions extrêmes... qu'on soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, on est au-delà du troll. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vraiment des opinions qui sont complètement éloignées de la norme et qui se font purement et simplement censurer. Et là, je pense que ça pose souci. On est un peu au-delà du troll. C'est censuré sur France Télévisions, dans le cadre de l'entonnoir que tu as décrit et du filtre qu'il y a au bout. C'est pas censuré sur Twitter. Voilà, ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que là, c'est ça ma question. La télévision arrive comme un filtre de Twitter et n'en remontre que ce qu'elle veut. À la qualité de Twitter, qui est un média. À noter que la télévision n'est pas aussi monobloc qu'on pourrait le penser. Par exemple, nous, on fait des filtres pour remonter sur l'écran de télévision, mais on a aussi un système qui permet de remonter les tweets sur des applications iPhone ou iPad. Et alors là, ça devient de nouveau intéressant, puisqu'il y a un filtre qui est un petit peu plus léger et on a simplement un dédoublonnage qui est fait. Moi, j'ai juste, avant que nous passions à la séquence finale de cette émission, à Likers and Haters, on parlait de trolls tout à l'heure, envie de souligner quelque chose. J'ai le sentiment que l'existence sur Twitter ne suffit pas à ceux qui y sont. Ils ont besoin d'exister au-delà de Twitter, en l'occurrence dans un média traditionnel qui est la télévision. C'est-à-dire que le tweetos, ou l'internaute, en règle générale, trouve sa consécration finale quand la télévision reprend son propos ou le montre. Ça, c'est un petit peu le phénomène de la célébrité
personnel, hein. Je dirais que c'est encore plus général que Twitter. Donc la télévision garde beaucoup plus d'influence que Twitter, finalement. Je suis assez d'accord. C'est un média de masse, c'est évident. Ça reste un média de masse, et d'ailleurs on voit que ça génère des flux absolument invraisemblables. Les flux mesurés, l'exemple que j'ai en tête, c'est la soirée Eurovision. On a quand même récolté 800 000 tweets dans la soirée, pour une seule émission. Donc ça reste le média mainstream, le média de référence qui embarque tous les autres. Bref, c'est un débat important. Il y aura de nombreuses occasions de pouvoir en parler au cours de ce rendez-vous. Je vous propose, messieurs, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, de passer très très rapidement aux likers and haters. Likers and haters, ou le j'aime pas à la mode Web 2.0. Haters, c'est un mot qui fait fleurir ces temps derniers sur Internet, Grégory. Hein. C'est ceux qui passent justement leur temps à dire du mal et à générer de la passion. Tout à fait, oui. C'est devenu quasiment un métier pour certains. Après, il y a ce phénomène sur le web qui fait qu'il y a une autocensure. C'est-à-dire que la communauté, la fameuse communauté dont on parle, avec le community management, modère elle-même et arrive à écarter justement les haters, les gens qui attaquent gratuitement. Alors, likers and haters, nous, dans cette émission, c'est un petit clin d'œil pour vous permettre, messieurs, de nous parler de choses vues, lues, entendues, senties, qui vous ont plu ou pas plu. On commence par vous, cher ami Anthony. Allons-y. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'actualité récente, c'est la tendance, enfin, elle n'est pas vraiment de ces jours-ci, mais la tendance à tout ce qui est objet connecté, à tout ce qui est open source hardware. C'est les objets que les gens s'approprient, réparent eux-mêmes. Et il y en a un qui m'a vraiment frappé, j'invite tout le monde à aller le voir, c'est PhoneBlocks. C'est un téléphone qui se monte par pièce. Vous pouvez, comme une boîte de Lego, fabriquer votre téléphone mobile. Vous avez une petite caméra, un petit capteur, un écran, tout ça s'emboîte. Rappelez-nous tout ça. PhoneBlocks. C'était le Likers. Alors je vous ferai l'économie de votre haters du jour. Le temps qui nous est imparti arriva à son terme. Nicolas, Likers, haters. Moi, je vais être totalement schizophrène. Ça va être Google des deux côtés. D'abord parce que c'est les 15 ans de Google ces jours-là. J'ai plus exactement la date en tête, mais globalement... 15 ans, vous vous rendez compte? 15 ans. C'est rien. Ouais, 15 ans. Voilà. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup, et ils ont fait beaucoup de chemin depuis. Donc je vais saluer les 15 ans de Google parce que c'est une société sur laquelle, on a basé une grande partie de nos services. Voilà, donc on va pas cracher dans la soupe. Et le côté j'aime pas sera aussi pour Google parce qu'on ne sait pas où ils s'arrêteront. Et on va peut-être vers un web unifié, vous allez dire, un web unifié, accaparé. Non, je pense pas, mais après, voilà, ils sont jugés partis sur beaucoup de choses. Ils sont au centre de tous les résultats de recherche de la planète, ou presque. Et ils facilitent pas forcément la tâche de ceux qui, comme nous, voudraient faire leur métier correctement, avec un petit peu de visibilité sur l'avenir. Voilà. Alors c'est le sel de notre métier de décoder les tendances de Google et les nouvelles technos. On aimerait parfois un peu plus de transparence. Grégory, nous allons, en bon président, clôturer cette émission avec ton Likers and Haters. Je vais faire un petit peu la même chose que mon camarade de droite, c'est-à-dire souligner le phénomène en ce moment en e-commerce qui est important, c'est le cross-canal. Et c'est un petit peu la revanche des magasins traditionnels, en sens où justement les marques arrivent à s'appuyer sur leur réseau de magasins pour aller chercher les clients qui parfois les ont perdus sur le web. Donc en même temps c'est une menace, mais on constate que là pareil, les grandes marques arrivent à un petit peu être plus présentes en optimisant les parcours clients. Notamment, je commande en ligne, je vais chercher en magasin, je peux facilement changer le produit en magasin. Et inversement, quand je suis en magasin, aller comparer les prix et de manière plus réactive, pouvoir avoir cette expérience en permanence avec la marque. Alors, messieurs, c'était un rendez-vous de fort belle facture. Je rappelle que la Blinde conférence a lieu les 1er et 2 octobre à Lyon et que nous étions en compagnie de Grégory, Nicolas et mon cher Anthony, qui travaillent tous à faire de cette expérience, le web est une expérience, quelque chose de formidable qui renouvelle notre quotidien. Retrouvons-nous très prochainement sur cette même chaîne pour Keep in Touch. Retrouvez-nous aussi pendant ce temps sur les réseaux sociaux avec le hashtag Keep in Touch. À bientôt.